Ok, donc ici on a la même pièce qui a été imprimée de deux façons différentes. Donc on a imprimé à plat, puis on a imprimé de façon verticale. Donc premièrement, ça c'était beaucoup moins stable. Vous voyez comment c'était facile à décoller du plateau? Ça c'est tellement moins stable que ça ici, qui était bien pris au plateau. Deuxièmement, lui, il a pris beaucoup plus longtemps à imprimer. Il a pris beaucoup plus longtemps à imprimer que celui qui était à plat. Mais le plus important des points que je veux vous montrer, c'est lui à droite qui était imprimé comme ça. Donc on peut voir les couches. Dans quel sens? Donc si on vient forcer dans le sens des couches, vous voyez que ça se brise extrêmement facilement. Tandis que si j'essaie de faire ça avec lui ici, lui premièrement on voit que les couches sont dans l'autre sens. Les couches sont dans ce sens-là, donc ça va imprimer plus rapidement, plus stable et beaucoup plus résistant, comme 1000 fois plus résistant. C'est le jour et la nuit. Là. J'ai réussi à l'éclater parce que c'est du PLA quand même, mais vous voyez comment c'est beaucoup plus résistant. Ok, dans cette vidéo, on va parler du positionnement des objets, donc les règles générales à suivre quand on veut positionner des objets. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à débuter l'impression 3D, il y avait toujours un stress sur comment bien positionner les objets pour avoir la meilleure solidité, pour que les pièces prennent le moins de temps possible à imprimer, que les pièces soient stables. Est-ce qu'on a besoin de support? Est-ce qu'on n'a pas besoin de support? La plupart du temps, on est capable de positionner nos objets pour minimiser les supports puis avoir des pièces plus solides, plus stables et qui prennent moins de temps à imprimer. En 2017, j'ai acheté ma première imprimante 3D pour m'aider à réparer ma voiture téléguidée. J'avais un petit Traxxas Revo électrique, puis si vous avez un char téléguidé, vous savez que ces petites bébelles-là, ça pète tout le temps. Donc je m'étais dit que ça allait être un investissement d'acheter une imprimante 3D pour pouvoir faire moi-même mes pièces de remplacement et qu'au bout de la ligne, ça me coûte moins cher. Par contre, j'avais pas compris que pour pouvoir faire des pièces de remplacement, il faut être capable de modéliser les pièces de remplacement. Moi, ça m'a pris des années avant d'être capable de modéliser des pièces que je pouvais imprimer et utiliser. J'ai passé des années à chercher de l'information dans des tutoriels YouTube, dans des forums, avec des amis. Il n'y avait juste pas tant d'informations sur comment maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D. Maintenant, 8 ans plus tard, j'utilise l'impression 3D pour à peu près n'importe quoi. Que ce soit pour réparer des choses qui brisent chez nous comme une penture de porte de douche, les fixations de mon panier à linge ou même le boîtier de mon démarreur à distance. Maintenant que je maîtrise la modélisation 3D, je peux tout simplement recréer des modèles, les imprimer et les utiliser. Moi, ça m'a pris des années d'apprentissage pour réussir à faire ça, mais mon but, c'est de vous aider à faire la même chose en une fraction du temps. C'est pourquoi j'ai créé un cours en ligne où est-ce que j'enseigne 12 techniques de modélisation pour l'impression 3D, que je fais 5 projets pratiques avec ces 12 techniques-là pour vous montrer comment utiliser ces techniques-là dans le monde réel, en plus d'avoir une communauté privée pour poser vos questions et partager votre progrès. Si tu veux maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D et que mon cours t'intéresse, je te conseille d'aller essayer gratuitement le premier module en cliquant le lien dans la description de cette vidéo. Ok, donc comme on vient de voir, les objets toujours à plat, c'est la loi numéro 1. Le plus plat qu'on peut faire, le mieux. Les lignes vont être dans le bon sens. On va avoir des premières couches qui sont plus larges, donc des pièces qui sont plus stables et des pièces qui prennent beaucoup moins de temps à imprimer. On voit ce petit cube quand on le couche. C'est pas un cube, c'est un rectangle. Le petit rectangle, quand on le couche, il nous donne une belle grande couche comme ça. Et comme on a vu, c'est beaucoup plus stable. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à décoller le rectangle qui était à plat que le rectangle qui était debout. Et là, on voit que ça nous prend 10 minutes à imprimer dans ce sens-là. Tandis que quand on l'imprime dans l'autre sens, ça nous prend 26 minutes. C'est presque 3 fois plus de temps avec une simple orientation qui est différente. C'est à noter qu'on pourrait aussi l'imprimer sur son côté comme ça ici. Et puis là, on aurait beaucoup de force au niveau... tout dépendamment de où est-ce qu'on va mettre les forces sur cet objet, ça pourrait aussi s'imprimer. Mais généralement, on veut avoir la base la plus large possible. Parce que plus qu'on a une première couche qui est large, et mieux que ça va coller au plateau. Donc souvent, qu'est-ce qui arrive quand on a des pièces qui sont pas stables, donc par exemple une pièce comme ça ici, surtout si elle monte plus haut dans les airs, qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est qu'elle va se décoller pendant l'impression, puis ça va faire un fail qu'on voit souvent. On voit souvent ça, des pièces qui décollent, puis là, l'imprimante, elle imprime dans le vide. Puis quand on imprime dans le vide, ça fait des spaghettis, puis on veut pas ça. Admettons pour une raison ou une autre, il faut vraiment positionner la pièce dans ce sens-là. Puis on veut que ça soit stable. Il y a 2 choses qu'on peut faire, OK? Donc, il y a un paramètre qui s'appelle la brim. Donc, la brim va venir
élargir la première couche pour avoir plus de stabilité. Donc, si on va dans les paramètres Print Setting, en haut ici à droite, et qu'on va dans les paramètres de Skirt and Brim, on va voir ici qu'on a la section Brim. Donc, on a Outer, No Brim, Inner, Outer, Inner. Donc, est-ce que ça va être à l'extérieur de l'objet ou à l'intérieur de l'objet ou à l'extérieur et à l'intérieur de l'objet? Et là, on a la largeur de la brim. Si on se met une brim de 10 mm de largeur, on va voir qu'autour de l'objet, on a notre première couche qui a été élargie de 10 mm. Donc ça va être beaucoup plus stable au niveau de l'impression. Si jamais on voulait vraiment imprimer dans ce sens-là, pour une raison ou un autre, c'est à ça que ça sert une brim. Puis, pour que la brim soit facile à enlever de la pièce, on a un petit gap ici de 0,1 mm où on peut le mettre à n'importe quelle distance qu'on veut, mais le brim separation gap, 0,1 mm, c'est le petit gap entre la pièce et le brim pour que ça soit facile à décoller. Donc, je vous conseille de le laisser à 0,1. On veut quand même que ça soit assez proche pour que ça le tienne, mais assez loin pour que ça soit facile à enlever. Il y a certaines personnes, ils recommandent de faire ce qu'on appelle un raft. Donc, le raft, il va venir imprimer comme 3 épaisseurs en dessous de la pièce, puis il va imprimer la pièce sur un petit radeau de plastique. Je recommande absolument jamais de faire ça dans aucune circonstance où est-ce qu'un raft est nécessaire. Donc, le raft va être dans les supports. Et dans le support, on a la section raft. Et là, on pourrait mettre, mettons, 3 couches de raft. Et c'est là qu'on verrait qu'on a un raft en plus de notre brim. Alors, en fait, je pense que le brim s'enlève quand on met un raft. OK, mais là, on a le raft qu'on parlait, donc le radeau. Le radeau, qu'est-ce qu'il fait? Il imprime 3 couches et ensuite de ça, il imprime la pièce sur ces 3 couches-là avec un petit gap, encore une fois, pour qu'on soit capable de séparer la pièce du radeau. Puis ça, je recommande absolument pas de faire ça. Parce que votre première couche, elle va toujours avoir des imperfections parce qu'on imprime sur une autre couche de plastique. Donc, ça ne sera jamais une aussi belle première couche que si vous imprimez directement sur votre plateau. Donc, la qualité de la première couche va en prendre un très gros coup. Donc, juste pour la qualité de la première couche, ça ne vaut pas la peine. Mais également, pourquoi je ne recommande pas de faire ça, c'est que ça prend plus de plastique, ça prend plus de temps d'impression. Il n'y a aucun avantage à faire un raft. Le raft n'est jamais une bonne idée, OK? Je répète, le raft n'est jamais une bonne idée. Mais là, tu dois te demander pourquoi ça existe un raft de bord. Si le paramètre est là, pourquoi est-ce que ça existe? On va faire un petit cours d'histoire de l'impression 3D. Quand les imprimantes 3D ont commencé à être de plus en plus populaires, il n'y avait pas de plateau chauffant. Donc, les plateaux ne chauffaient pas, puis il n'y avait pas non plus de PLA. Tout ce que le monde pouvait imprimer, c'était de l'ABS. Et si vous avez déjà imprimé avec de l'ABS, vous savez que l'ABS, ça se déforme, ça tire, c'est très très difficile d'imprimer de l'ABS, surtout sans plateau chauffant. C'est pratiquement impossible d'imprimer de l'ABS sans plateau chauffant. Donc, qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là, au début des années 2000? C'est qu'il mettait un plateau avec des trous, donc des plateaux perforés. Puis le raft, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il venait remplir les trous du plateau perforé et il faisait une belle plateforme pour venir imprimer ta pièce sur le raft. Parce que si tu imprimais ta pièce directement sur le plateau perforé, ton plastique allait rentrer dans les trous de la perforation du plateau, puis ça allait faire plein de petites pins dans ta première couche. Donc, pour avoir une belle première couche, on faisait un raft, puis aussi le raft faisait en sorte que tu avais une grande surface qui rentrait dans les perforations du plateau. Puis c'est pour ça que le raft existait. Mais aujourd'hui, avec les plateaux chauffants, puis avec les nouveaux matériaux qui sont beaucoup plus faciles à imprimer, il n'y a absolument aucune raison d'utiliser un raft. C'est vraiment un paramètre qui date du passé, mais qui n'a jamais été enlevé de nos slicers. Et c'est un paramètre qui ne devrait pas être utilisé. Donc, je ne recommande vraiment pas d'utiliser un raft. On va venir juste enlever notre raft. Et on va enlever notre brim. Si je voulais montrer les rafts et les brims. Ensuite de ça, cette pièce-là, est-ce qu'elle va s'imprimer? Bon, c'est assez clair que non, hein? Parce que si on regarde, donc si on prend notre petit slider à droite ici, on peut regarder couche par couche notre impression.
Puis on regarde ici, cette couche-là, elle va s'imprimer dans le vide. Et qu'est-ce que ça va faire? Je le monte à l'écran. Je l'ai essayé justement pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ça fait du spaghetti. Donc on voit ici, on appelle ça un overhang quand on imprime dans le vide. Donc on peut imprimer en angle. Hein? On peut imprimer en angle comme ça, on appelle ça un overhang. Mais il faut que les couches puissent quand même se supporter l'une entre l'autre. Du moment où on imprime dans le vide, ça fait du spaghetti et ça nous donne des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir mettre du support. S'il faut absolument imprimer dans le vide, on peut mettre du support. Et ça, j'ai fait une vidéo spécialement sur les supports en tant que tel. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les supports, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo. On n'en parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du positionnement. Donc, pour le positionnement de cette chose, si on veut savoir, le bleu nous indique qu'on imprime dans le vide. Donc, le bleu, quand on voit du bleu foncé comme ça, généralement, c'est parce que ça va imprimer dans le vide. Donc, on essaye de ne pas avoir de bleu foncé dans ce style-là. Cette pièce-là, on voudrait l'imprimer à plat. Donc, la loi numéro 1, on imprime à plat le plus que possible. Et là, à plat, on va avoir une belle pièce qui s'imprime en 15 minutes. La pièce va être aussi beaucoup plus solide parce que le sens des couches est dans le sens du L. C'est plus rapide à imprimer et ça va être plus stable. Puis, en fait, celle-là, elle s'imprimerait juste pas, comme on l'a vu, elle s'imprime juste pas dans le vide, en plus que de prendre 36 minutes d'impression. Donc ça, c'est l'option numéro 2. Ensuite de ça, une autre variation de cette pièce-là, on a le U, le pont, ici. Ici, on tranche ça. Est-ce que ça s'imprime, ça, ici? Est-ce que ça s'imprime? Donc, on se dit, on a du bleu, on imprime dans le vide. Ça s'imprime pas. C'est là qu'il y a une petite nuance. Ça, on appelle ça un pont. On voit comment que ça fait un pont entre deux piliers. Donc, si on prend le slider d'en bas, on peut analyser la couche en tant que telle. Donc, si on regarde, l'imprimante va faire une ligne d'un pilier à l'autre. Et ça, cette ligne-là, c'est un peu comme si tu viens tirer une ligne. Est-ce que tu as déjà vu un araignée faire sa toile d'araignée? Un araignée va venir passer d'un point de sa toile à un autre en venant tirer une corde de son fil pour créer sa toile d'araignée. Donc, c'est exactement le même principe qui va arriver ici. On appelle ça un pontage, un bridging. Et on peut même voir que le bleu pâle ici, c'est bridge infill. Donc, on voit qu'il y a un paramètre spécifiquement pour le bridge et c'est quelque chose qui se fait. Malheureusement, il y a des limites à comment long est-ce qu'on peut faire nos bridges, comme on peut le voir ici. Des bridges trop longs vont se mettre à tomber vers le bas parce que la gravité va finir par gagner. Donc, il y a une limite à comment long est-ce qu'on peut faire nos bridges. Mais c'est possible de faire des bridges. Donc, dans la situation où est-ce qu'on n'a pas le choix d'imprimer cette pièce-là dans ce sens-là, on pourrait l'imprimer exactement comme ça parce que le bridging, il pourrait se faire imprimer. Encore une fois, la règle numéro 1, le plus plat possible, le mieux. La plus grande surface de première couche, le mieux. Donc là, on est à plat, ça prend moins de temps d'impression, ça va bien s'imprimer. La qualité d'impression va être beaucoup mieux parce que même si un bridge est capable de s'imprimer, le bridge ne va jamais être aussi beau qu'un mur comme ça qui est à plat. Donc, à plat, toujours l'idéal, une belle grande première couche qui ne va pas se décoller, qui va être très stable. Bon, ça c'est la base de la base de la base, mais c'est les principes fondamentaux du positionnement. On a une pièce comme ça, par exemple. On a des murs plats, on a des murs courbés. Une drôle de forme. C'est une forme que j'ai créée moi-même dans Fusion 360 pour ce cours. Comment est-ce qu'on imprimerait ça? Donc, on veut imprimer le plus plat, le mieux. Donc, pour l'imprimer le plus rapidement possible, on veut qu'on l'imprime le plus plat possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut commencer à choisir des faces et regarder. Bon, ça, c'est quand même haut. Ça, c'est encore plus haut. Ça me semble être le plus bas. Donc, ça serait la façon la plus rapide de l'imprimer. Mais ça aussi, ça pourrait s'imprimer. Donc, comment est-ce qu'on choisit entre cette orientation-là ou cette orientation-là? Donc, si on slice, on voit que cette orientation-là a une très petite base. Donc, la base n'est pas très grande.
et ça finit très grand. Tandis que si on le fait dans l'autre sens, on va voir qu'on commence notre print avec une très grosse base qui va avoir une très bonne adhérence au plateau. Donc ça va bien coller au plateau, ça va être très stable. Et on y va en diminuant, un peu comme une pyramide. D'ailleurs, la pyramide, la structure la plus solide qui existe. On a des pyramides qui survivent depuis des milliers d'années en Égypte et partout dans le monde. Donc la structure pyramidale est toujours la structure la plus stable. Donc quand on a le choix, on veut toujours aller vers une structure pyramidale où on a une grande base et que les choses se construisent par-dessus cette grande base. Et là, bien évidemment, on ne pourrait pas placer ça sur le côté comme ça parce qu'on n'a pas de surface plate. Donc, on voit ici comme ça comment est-ce que notre première couche, c'est pratiquement rien. Et quand on monte ici, on voit que tout ça, c'est en bleu. Donc, tout ça, ça s'imprime complètement dans le vide. Donc, ça, je vous garantis que ça ne s'imprimerait pas. C'est impossible à imprimer. Donc, quand on a des courbes comme ça, on veut essayer d'éviter le plus possible d'avoir nos courbes au niveau de la première couche. Donc, la première couche, tout le temps sur des surfaces plates et tout le temps en pyramide. C'est bien compris? Là, notre belle pyramide, juste comme ça. Mais, bien évidemment, toute règle a des exceptions et il y a certaines situations où la pyramide n'est peut-être pas la meilleure option. Donc ici, on a la même pièce, sauf que on a un trou de vis. Donc, admettons qu'on voudrait visser cette pièce-là à quelque part. On a un trou de vis et le trou de vis a 2 étages. Donc, la première étage pour rentrer la tête de la vis, la deuxième étage pour faire passer la vis au travers de la pièce au grand complet. Donc, admettons qu'on vient placer notre objet de la même façon qu'on l'avait placé. Donc, on est en pyramide. On tranche l'objet. Et là, ça a l'air bien comme ça à première vue. Mais si on regarde en dessous, on voit on a du bleu foncé. Ah, c'est étrange ça, le bleu foncé. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, on peut descendre et on voit que à cette couche ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va imprimer. Check ça. On a des périmètres qui impriment dans le vide. Ces périmètres-là vont imprimer dans le vide. Ça va faire du spaghetti et ça va pas bien s'imprimer. Donc, notre trou de vis va pas très bien s'imprimer. Donc, comment est-ce qu'on pourrait placer cet objet-là? Parce que là, en ce moment, ça pourrait s'imprimer, mais on aurait besoin de mettre du support ici en dessous. Et moi, je veux pas mettre du support. Je veux imprimer mes pièces avec le moins de support possible. Donc, comment est-ce que je pourrais placer cette pièce-là pour ne pas avoir besoin de support? Donc, je pourrais l'imprimer sur le côté comme ça. Mais le problème, quand j'ai un trou comme ça qui passe par en bas de ma pièce, donc là, en ce moment, on a encore un peu de bleu sur le dessus de nos trous. Mais là, on a notre conduit qui passe puis qui se fait imprimer au travers des pièces. Donc, la qualité de finition de ce conduit-là, elle ne va pas être super bonne. Parce que quand on a un trou circulaire dans le sens des couches, les couches, quand ils s'écrasent ensemble, ils vont toujours venir ils vont venir s'écraser, justement. Donc, quand tu as des couches qui s'écrasent, ton trou qui est rond, il devient un peu ovale parce qu'il se fait écraser par le plastique qui vient se former une couche par-dessus l'autre. Donc, généralement, quand tu as des trous comme ça, tu veux tout le temps que tes trous soient imprimés dans ce sens-là, où est-ce que tu as un cercle par-dessus l'autre puis que tu viens pas faire ton cylindre dans le même sens que les couches. Mais là, on s'est dit on peut pas imprimer ça dans ce sens-là parce qu'on a la tête, puis ça va s'imprimer dans le vide. Donc, dans ce cas-là, je pourrais l'imprimer de l'autre côté. Et là, on n'a plus besoin de remplissage. C'est merveilleux parce que là, notre trou va être supporté par le remplissage qu'il y a en dessous. Donc, c'est à ça que ça sert, le remplissage, en grande partie. Donc, le remplissage va servir à donner de la structuralité à tes pièces. Donc, ça va donner de la force dans tous les sens de la pièce. Mais le gros rôle, le rôle principal du remplissage, c'est de venir supporter tes surfaces de top.
Parce que, admettons qu'on mettait 0 remplissage, puis là, j'ai une vidéo complète sur le remplissage, les périmètres. C'est la prochaine vidéo, en fait, je pense, en dessous de cette vidéo-là, qui est beaucoup plus en détail, puis que je vous conseille fortement d'aller écouter. Mais, vous voyez, mettons une pièce sans aucun remplissage, ça va faire en sorte que nos surfaces vont s'imprimer dans le vide. Puis là, oui, c'est du pontage. Donc, on a vu tantôt que les ponts peuvent s'imprimer, le bridging, ça peut s'imprimer. Mais on a aussi vu qu'il y a une limite à la longueur qu'on peut imprimer puis que ça reste encore beau. Donc, pour avoir des belles surfaces de top, c'est important d'avoir du remplissage. Puis le remplissage, qu'est-ce qu'il fait dans le fond? C'est qu'il vient réduire la distance des ponts. Parce que c'est encore techniquement du pontage. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de trouver la couche, là. C'est encore techniquement du pontage. Mais le pontage se fait sur le remplissage. Donc, si on regarde de très très près, on va voir que la buse, elle vient de se tirer une corde de plastique d'un point à l'autre. Donc, on attire une corde de plastique de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Donc, à chaque fois que le plastique rentre en contact avec le remplissage, c'est comme s'il faisait un mini pont. Donc, le remplissage fait en sorte que nos surfaces sont bien supportées. OK, j'ai passé beaucoup trop de temps à expliquer tout ça, surtout que je l'explique très bien dans la prochaine vidéo. Là, le seul inconvénient ici, c'est que là, on se retrouve à imprimer en angle, mais comme on l'a vu ici, on peut imprimer en angle pour autant que la majorité de notre ligne soit supportée par l'autre couche d'en dessous. Donc, on appelle ça un overhang. Et c'est le cas ici où est-ce que nos overhangs sont dans des angles qui vont être imprimables. Le seul problème, c'est que là, on n'a plus une aussi grosse couche qu'on aurait pu aimer avoir. Dans ce cas-là, on a encore une quand même assez grande couche. Hein, la couche est quand même assez grande encore. Et je suis pas mal sûr que ça pourrait s'imprimer. Mais si on a peur que ça va décoller durant l'impression, on peut toujours venir rajouter un brim. Ou l'autre affaire aussi qu'on peut rajouter, que j'ai pas montré tantôt, c'est des helper discs. Donc, je pense que ça sera pas un bon exemple sur cette pièce-là. Admettons qu'on revient ici. Admettons qu'on revient à ce petit bâtonnet. Et là, pour une raison ou une autre, il faut qu'on imprime ce bâtonnet-là dans cette direction-là. Comme on l'a vu ici, des fois, il y a de la nuance. Hein? Des fois, les règles ne s'appliquent pas pour certaines pièces et on a besoin d'imprimer des pièces avec la plus petite surface sur le plateau, même si la règle générale, on veut la plus grande surface possible sur le plateau. Donc, pour une raison ou une autre, il faut qu'on imprime cette pièce-là dans ce sens-là. On pourrait mettre un brim ou on pourrait mettre un helper disc. Un helper disc, ça va être un petit disque qui va venir agrandir la surface de la pièce. Donc, comment est-ce qu'on va chercher le helper disc dans Prusa Slicer? On fait clic droit sur le plateau. On fait Add Shape. On va dans Gallery, donc dans la galerie des shapes, et on a le helper disc. Et là, il nous donne un petit helper disc. Là, on peut le mettre soit directement en dessous. Moi, généralement, j'essaie de venir supporter mes coins comme ça. Et on peut mettre des oreilles. Donc, on peut copier-coller. On en a un autre. Donc là, j'y mettrais comme 2 petites oreilles comme ça ici. Ou sinon, on peut en mettre un sur chacun des coins. Faire un genre de quelque chose comme ça. Donc, on peut shift-click les deux, copier-coller. Et là, on aurait tous les coins de notre pièce qui seraient supportés par des helper discs. Donc là, si on tranche ça à cette heure, on va voir que notre première couche est imprimée beaucoup plus large. Puis là, nos coins vont être supportés par des helper discs. Puis ensuite de ça, comment est-ce qu'on enlève les helper discs? Parce que là, vous allez voir qu'on n'a pas de séparation entre les helper discs et notre pièce. Donc, comment est-ce qu'on enlève les helper discs? C'est on va prendre nos petits cutters, puis on va venir couper les helper discs avec des cutters ou avec une lame d'X-Acto. Donc, c'est pas ma stratégie préférée à faire la plupart du temps, mais parfois, tu as un modèle
qui a juste comme une patte ou juste comme tu sais, des fois t'imprimes mettons un modèle d'un chat ou quelque chose puis t'as juste une patte qui touche au plateau puis comme vraiment tout petite puis qu'elle a pas beaucoup d'espace, puis là les helper discs seraient une bonne idée. Ok, attends un peu, je vais faire pause, je vais essayer de trouver le modèle que je parle. Ok, so j'ai pas retrouvé le modèle que je parlais malheureusement, mais c'était comme un modèle de chat égyptien là, comme dans ce style là, puis les pattes là, c'était 2 petits ronds. Les premières couches étaient tellement petites, c'était impossible à imprimer. Donc, les helper discs auraient été un ajout vraiment parfait au niveau des pattes. Mais là, je retrouve pas le modèle, fait que je peux pas vous montrer exactement dans le slicer, là, mais en tout cas, ça ressemble à ça.